Tout au long de l'année 1615, tant en France qu'en Espagne, ont retenti des musiques claironnantes saluant les doubles mariages franco-espagnols. À Madrid, à Burgos, ce sont les éclatants clarines, les aigres pífaros et les lancinants tambours. À Bordeaux, sur un mode moins militaire, résonnent trompettes, hautbois et violons. Les doubles mariages entre Bourbon et Habsbourg d'Espagne ont un retentissement jusqu'aux limites de l'Europe. À telle enseigne que le tsar Michel Romanov envoie une ambassade à Bordeaux auprès de Louis XIII, l'enfant roi. Après l'assassinat de Henri IV, la reine régente, Marie de Médicis, a fait sacrer son fils en toute hâte à Reims le 17 octobre 1610. À cette occasion, une grande pavane solennelle a été jouée. Une fois sacré, le roi doit être marié. Si l'on en croit François Morgac, les mariages se font au ciel et ils seraient programmés de toute éternité. Dans un contexte de réforme catholique et de croyance en l'astrologie, le mariage de Louis XIII et de Anne d'Autriche répond bien à cette interprétation. Nostradamus lui-même ne l'avait-il pas prédit? Mais pour les champions de la cause catholique, la prédestination était évidente. Ne naissent-ils pas à 5 jours d'intervalle? Anne d'Autriche le 22 septembre 1601 à Valladolid, Louis XIII 5 jours plus tard, le 27 septembre à Fontainebleau. On parle toujours du mariage royal à Bordeaux. En fait, on devrait dire les mariages. Car au mariage de Louis XIII s'ajoute celui de Madame, sa sœur, Élisabeth de Bourbon avec Philippe, prince des Asturies et futur Philippe IV. Ces deux mariages croisés des enfants de France et d'Espagne correspondent à la nouvelle orientation pro-catholique amorcée par Marie de Médicis. C'est une rupture totale avec la politique étrangère qu'avait menée Henri IV. Les deux principales puissances catholiques retrouvent le chemin de la paix, une paix authentiquement chrétienne, sous la protection de la Vierge à laquelle Bourbon et Habsbourg vouent une profonde dévotion. Les compositeurs Étienne Moulinier et Guillaume Bousignac l'ont exprimé dans 3 motets composés sur des textes du Cantique des Cantiques, qui sont généralement des pièces d'élection pour les noces, où l'épouse est associée à la Vierge.
Responsable
Le mariage de Louis XIII est une impressionnante scénographie. Non point ad maiorem Dei gloriam, mais à la gloire du roi. Nous sommes non point en présence d'une pièce du théâtre classique français tel qu'il va se développer prochainement avec Corneille, mais d'une commedia, forme théâtrale spécifique du génie espagnol. Et c'est une vraie pièce baroque qui se joue à Bordeaux. Les trois acteurs principaux en sont le roi lui-même, l'infante Anne d'Autriche et la reine-mère Marie de Médicis. Louis XIII enfant est bien connu grâce au volumineux journal que son médecin personnel, Jean Héroard, a tenu pendant presque 20 ans. Louis XIII a 14 ans et il paraît différent de l'image qui lui sera accolée par la suite, celle de Louis le Juste, souverain dévot, mélancolique, quasi misogyne, presque psychorigide. En 1615, c'est un adolescent intelligent, à la fois coléreux et timide, qui sait s'attacher les cœurs par sa spontanéité naturelle. Mais par certains côtés, il demeure bien un enfant. Comme le montrent ses jeux à Bordeaux. Il court dans la galerie du palais épiscopal, fait voler son oiseau dans le jardin, adore faire des massepains et aligner en compagnie ses petits hommes d'argent, c'est-à-dire ses soldats. Tous les soirs, il chante et fait chanter. Il faut dire qu'il a été précocement initié à la musique, éveillé et endormi qu'il était par un violoniste et un joueur de luth. Pratiquant le luth dès l'âge de 10 ans, il est capable de composer une chanson qui sera appelée plus tard « Chanson de Louis XIII », dont la vogue perdurera tout au long du XVIIe siècle. Louis XIII rend également hommage à Terpsichore, et comme son fils, plus tard, il est le danseur étoile de plusieurs ballets de cour.
Dans un environnement éducatif exceptionnel, doté d'une force de caractère exceptionnelle, le jeune roi est conscient de ses fonctions. Nourri d'une supériorité ombrageuse, il manifeste déjà un comportement politique de dissimulation et dit en confidence « Je fais l'enfant ». À Bordeaux, il joue son rôle avec conviction. Interrogé par son médecin, « Monsieur, aimez-vous les Espagnols ?» Il répond « Non, mais j'aime l'espagnol ». L'espagnol, c'est Anne d'Autriche, la fille aînée de Philippe III et de la reine Margarita de Austria. Elle a été éduquée très pieusement par sa mère. Une enfance rythmée par des exercices de piété et les visites de couvents fondés par la reine. Mais par-delà les rituels liturgiques du couple royal, elle a connu une vraie vie familiale et précocement, elle a participé à des cérémonies protocolaires toujours somptueusement vêtues. Le peintre de la cour, Juan Pantoja de la Cruz, a fait d'elle de nombreux portraits. Elle a bien le physique habsbourgeois. Teint pâle, joues rosées, cheveux bouclés, évoluant entre le blond et le châtain clair. C'est une enfant de 14 ans, ravissante, de bonne constitution et vive d'esprit. Elle impressionne les ambassadeurs par son intelligence et par la pertinence de ses réflexions. Comme ses parents, elle apprécie beaucoup la musique, la danse, le théâtre, et assiste aux saraos, les fêtes qui sont données à la cour. Le 3 novembre 1614, à Lerma, dans la ville du favori, le duc de Lerma, elle fait merveille dans une pièce commandée par la reine Margarita au grand Lope de Vega, El Premio de la Hermosura, la beauté récompensée. Un divertissement de cour alliant texte, musique et danse. Le texte de l'infant est court, mais il y a le rôle principal. Dotée d'un aplomb exceptionnel pour son âge, la ravissante infante est bien prête pour son nouveau rôle, reine de France. C'est Marie de Médicis qui a voulu les mariages espagnols. Elle est une régente contestée, surtout par les grands, mais aussi par le parti protestant. Craignant à juste titre la prise d'armes, la reine-mère entend conclure au plus vite ce mariage du roi, et ce, malgré les appréhensions de future belle-mère. À Bordeaux, elle arrive imposante, impressionnante dans sa tenue de veuve telle qu'on peut la voir sous le pinceau de Van Dyck. Grande et bien en chair, la grosse banquière, digne du pinceau de Rubens, à belle prestance, et le noir lui va à ravir. En principe, la régence stricto sensu a cessé depuis le 2 octobre 1614, mais avec le titre de chef du Conseil, c'est bien elle qui conserve la réalité du pouvoir. Dans les seconds rôles, dont les chroniqueurs parlent peu, il y a surtout Madame Élisabeth de Bourbon, la sœur très aimée de Louis XIII, jolie, intelligente. Elle est d'une modestie innée. Un chroniqueur espagnol la dépeint un peu marquée par la variole, mais cependant très jolie, avec des cheveux châtains et de très beaux yeux. Un autre la dénomme affectueusement la Francesita, la petite française. Elle sera aux côtés de Philippe IV une grande reine d'Espagne. Dans cette grande scénographie, la cour est au grand complet, du chancelier à la bouffonne du roi, dénommée Mathurine, et qui, lors du solennel lit de justice au Parlement de Bordeaux, suscitera l'hilarité générale aux dépens des dignes conseillers. Quant au peuple, il est de toutes les manifestations de plein air. Ce n'est pas le peuple brouillon, bruyant, agité, spontané, tel qu'il est dans la réalité de tous les jours. Ce sont des centaines de Bordelais, quasi costumés, encadrés, contrôlés par la jurade et les compagnies de garde qui clament leur joie. Ces figurants sont attirés par le spectacle exceptionnel
et aussi par quelques avantages matériels, comme ces fontaines qui pissent vin, eau et lait. Les gens du peuple ne sont pas les seuls à apprécier ces libations gratuites, et au dire du chroniqueur d'Arnal, de nombreux courtisans moururent des vins d'eau de Gascogne qu'ils buvaient trop fraîchement. La foule ne peut entrer en danse que de façon ponctuelle et limitée. Selon le chroniqueur Jean de Gaufretot, lors de la première entrée du roi à Bordeaux, il y eut une compagnie composée de paysans, de Coderanes et de Mérignac, d'Ésines et autres, qui parurent monter sur des échasses et avec de grandes et longues barbes, vêtus de la livrée de couleur qui avait été ordonnée par les jurats et s'appelait la Compagnie des Géants. Pour la même entrée royale, Darnal évoque un grand nombre d'habitants de la ville, étant bien en nombre de 7 à 8 000 hommes, tous forts, bien vêtus et armés, et chaque compagnie vêtue et parée de différentes livrées et couleurs qui de satin, velours et autres belles étoffes qu'il faisait fort beau voir. Le 7 octobre, en provenance de Bourg, par voie d'eau, le roi arrive le premier avant la cour sur ce qu'on appelle la maison navale, c'est-à-dire le vaisseau de prestige de la jurade. Vu l'heure tardive, cela se fait presque sans cérémonie. La promise se fait attendre. Elle fait son entrée la dernière, le 21 novembre, vers 9 heures du soir, elle aussi dans une discrétion relative. La principale cause de cette longueur fut l'incommodité des chemins qui étaient fort rompus et si étroits en plusieurs endroits qu'il fallut perdre force jours à les agrandir pour donner place aux chariots, carrosses et mulets de bagages. Sa suite fut fort belle et digne d'une telle princesse. Elle demeura plus de 8 ou 9 heures à passer continuellement. On y compta plus de 100 chariots et plus de 200 mulets fort bien couverts, notamment ceux qui portaient l'ameublement de Sa Majesté. La plupart de la ville sortit hors des murailles pour voir son entrée. Mais les incommodités de la nuit survenant les frustrèrent de leur attente. Elle entra en carrosse fermée, force flambeau de vent. Monsieur le duc de Guise la conduisit au logis du roi, où Sa Majesté et la reine mère la reçurent avec les formes et les cérémonies ordinaires. Messieurs les jurats, qui l'avaient accompagné jusqu'à la porte de la ville, se séparèrent pour aller allumer un feu de joie qui fut suivi de coups de canon et de sons de trompette.
Tous les acteurs étant en place, le rideau peut se lever pour jouer une pièce de style baroque, sans unité de temps ni de lieu, puisqu'elle dure presque 2 mois et demi, entre l'arrivée du roi à Bordeaux le 7 octobre et son départ le 17 décembre, avec plusieurs temps forts, qui sont le 18 octobre, le mariage de Madame à Saint-André. Le 21 octobre, le départ de Madame vers l'Espagne. Le 8 novembre, la réception chez les Jésuites. Le 9 novembre, l'échange des princesses sur la Bidassoa. Le 20 novembre, la réception à l'hôtel de ville. Le 21 novembre, l'arrivée d'Anne d'Autriche. Le 25 novembre, le mariage de Louis XIII à Saint-André. Le 29 novembre, l'entrée solennelle du roi, alors qu'il est déjà présent à Bordeaux depuis plusieurs semaines. Et le 9 décembre, le lit de justice au Parlement. Le point nodal des manifestations est bien la cathédrale Saint-André, à laquelle s'ajoutent des scènes secondaires. Essentiel est le château archiépiscopal avec sa grande cour et sa porte fortifiée qui s'ouvre à hauteur du portail royal de la cathédrale. Tout s'organise à partir de la grande galerie qui est plurifonctionnelle, espace de réception, de représentation, chapelle. Ce lieu de pouvoir, tout au moins nominal, est appelé Louvre. On y a d'ailleurs installé le meuble du souverain, c'est-à-dire son mobilier apporté de Paris. Important aussi est l'hôtel de M. Martin, rue du Mirail. Ce bel hôtel jouxte le jardin du collège de la Madeleine et le percement spécial d'une porte dans la muraille permet à la souveraine de profiter du beau jardin des Jésuites. C'est chez la reine-mère que se tiennent les conseils et non point au palais épiscopal. En fait, c'est bien toute la ville de Bordeaux qui est une scène. Il y a les bâtiments de pouvoir comme l'hôtel de ville et le palais de l'Ombrière, siège du Parlement. Et il y a des scènes provisoires appelées échafauds, des tribunes et des galeries dressées pour la circonstance, pour de grands actes publics en plein air. Ces scènes secondaires sont de grandes pièces d'architecture dressées en différents endroits stratégiques, le Chapeau Rouge, la porte du Médoc et la place Saint-Projet. Mais la principale scène est la cathédrale. Siège prestigieux du primat d'Aquitaine, on l'appelle couramment la Majestate pour exprimer sa prééminence. Elle est la porte du ciel, vers laquelle Nicolas Formé, compositeur favori de Louis XIII, nous conduit avec sa messe à double cœur.
Comme au Moyen Âge, la cathédrale du XVIIe siècle est enclavée dans ses dépendances avec le cloître, les maisons canoniales, les échoppes d'artisans. Intérieurement, elle est tout à la fois semblable et différente de son aspect actuel. Semblable, elle l'est par les proportions, sa large nef, son chœur élancé. Différente, elle l'est aussi par l'atmosphère et par la fragmentation de l'espace. Le jubé, construit au XVIe siècle, isole le chœur comme on peut le voir de nos jours dans la plupart des cathédrales d'Espagne. Dans la nef, outre la chaire du prédicateur, se trouvent les différentes galeries que se sont fait construire le chapitre cathédral, le parlement, le présidial et les jurats. Au fond de la nef, sur la tribune de style Renaissance, se dressent les célèbres orgues qui, en 1535, avaient fait l'admiration du chroniqueur anglais Andrew Boorde. Dans la cathédrale Saint-André se trouvent les plus belles orgues de toute la chrétienté. Ces orgues renferment plusieurs instruments et mécanismes de géants qui remuent et font mouvoir leurs mâchoires et leurs yeux aussi vite que joue l'organiste. Si l'axe de la nef est alors dégagé, en revanche, le déambulatoire, les chapelles rayonnantes, les collatéraux sont encombrés d'autels secondaires, de mausolées, de chasses, de tableaux noircis. L'impression oppressante d'encombrement est accrue par l'éclairage médiocre. La cathédrale de 1615 conserve la très belle vitrerie mise en place au siècle précédent, qui s'était ajoutée à celle du Moyen Âge, mais pour des raisons financières, nombre de baies demeurent murées. Cette triste cathédrale change complètement d'aspect pour les mariages royaux grâce à l'action des charpentiers, des menuisiers, des garçons du garde-meuble venus de Paris et qui en font un cadre majestueux. Les magnifiques tapisseries de la couronne, tissées de fils d'or et de soie, ornent non seulement le chœur, mais aussi la nef. Un chroniqueur nous raconte que la cathédrale était parée des plus belles et riches tapisseries qu'eût Sa Majesté, lesquelles y avaient été portées exprès de Paris en telle quantité que la nef de l'église en était entourée d'un rang. Mais au cœur, où se fait la solennité, il y en avait 3 rangs l'un sur l'autre, sans compter la tapisserie de velours violet parsemée de fleurs de lys d'or, qui couvrait le plus bas où les sièges des chanoines. Il y en avait encore d'autres tendues près de l'autel, faites à carreaux, parties de toile d'or et d'argent avec force broderie, parties travaillées à l'aiguille avec filets d'or, d'argent et de soie, qui étaient des plus belles et riches. Vis-à-vis du grand autel et presque au milieu du chœur, était un échafaud d'environ 18 pieds en carré, auquel on montait et descendait tant vers l'autel que du côté de la porte, par 3 ou 4 degrés, tout couvert de velours violette cramoisi, parsemé fort menu de fleurs de lys d'or. Et au-dessus de celui, il y avait suspendu en l'air un grand dais de la même parure et grandeur qui le couvrait, sur lequel échafaud était aussi un grand pupitre couvert et paré de même, avec des accoudoirs dessus. Aux côtés de l'autel étaient dressées 2 galeries, l'une pour la musique de la chapelle du Rouet, composée d'un grand nombre de musiciens, et l'autre pour la musique de la chambre de Sa Majesté, qui était au côté opposite, aussi composée d'un autre grand nombre de musiciens avec force luth qui jouaient et chantaient les uns après les autres. Au-dessus des chaires des chanoines étaient dressées des galeries soutenues avec des chevrons tout couverts de velours violette cramoisi, semés des fleurs de lys d'or sans nombre, sur lesquels il y avait grande quantité de personnes, quasi tous seigneurs et dames de la cour,
et autres gens de qualité seulement, d'autant que les gardes du roi s'étaient saisis des portes de l'église dès le soir auparavant et usaient d'une telle rigueur pour empêcher l'entrée que ceux-mêmes qui avaient quelque charge avaient bien de la peine pour y entrer. Et outre était aussi dressé un grand échafaud le long du pupitre et au-dessous du crucifix de la dite église, aussi bien paré pour ranger et mettre les 100 gentilshommes, les archers, les gardes, les trompettes, hautbois et autres officiers que l'on y faisait monter. Des théâtres ont donc été dressés, un pour la reine-mère, un autre pour Louis XIII et Anne d'Autriche, au meilleur du cœur, fort relevé. Sur ces théâtres, les principaux acteurs apparaissent dans des tenues somptueuses, couverts de bijoux. Louis XIII porte à sa toque un gros diamant avec un pénache de grand prix, ayant au col une chaîne de rubis, émeraudes, diamants et autres pierres précieuses d'une valeur inestimable. Anne d'Autriche est également impressionnante dans le prolongement de son entrée à Bordeaux, à une heure fort tarde, où la dame reine avait de si belles et riches pierreries et si grande quantité qu'elle paraissait comme si elle eût été chargée de petites étoiles. Quant à la reine-mère, elle joue la sobre distinction. D'après un chroniqueur, elle est vêtue de noir, en veuve, portant néanmoins quelques joyaux, mais peu. Suivant la coutume des reines blanches, elle portait seulement une croix de diamants de très grande valeur et une chaîne de perles à 3 rangs, dont la moindre était estimée 600 écus. La cathédrale est réservée à un public choisi, les chevaliers du Saint-Esprit, les maréchaux de France, les grands officiers de la couronne, les ducs et pairs, les gentilshommes de la chambre du roi, les ambassadeurs, enfin toute la cour. Côté bordelais, les élites institutionnelles, membres du Parlement et du Présidial, trésoriers généraux de France, jurats et chanoines des 2 chapitres. Tout était si rempli qu'on étouffait, précise le chroniqueur d'Arnal. La mise en place régie par le maître des cérémonies commence très tôt. Les parlementaires et les jurats sont invités à s'installer dès 10 heures du matin. Les invités arrivent selon leur rang d'importance croissante, l'avant-dernière étant la reine-mère qui entre à 15 heures, 1 heure avant les époux. La cérémonie va durer de 10 heures du matin jusqu'à 18 heures le soir, étant nuit obscure.
Suivant le déroulement de cette cérémonie du 25 novembre avec un chroniqueur anonyme. Leur Majesté employèrent la matinée à se parer et la cour à se mettre en ordre. Le peuple s'assembla avec autant ou plus de presse que l'autre fois, c'est-à-dire le mariage de Madame. Sur les 3 heures après-midi, les portes furent ouvertes. Leur Majesté sortant de l'archevêché firent le tour de l'église en belle ordonnance, au bruit des trompettes, clairons, tambours et hautbois. Les Suisses, gentilshommes, pages, héros ou roués d'armes en même rang. Messieurs les ducs de Guise et d'Elbeuf, fort richement vêtus de capotes en broderie et couverts d'enseignes, menaient la reine sous les bras. Les princesses de Conti, de Guise et de Vendôme lui portaient la grande queue du manteau royal. Le peuple assemblé aux barrières de Saint-André les accompagna de continuels cris de joie. On ne pouvait jeter les yeux autre part que sur le visage de la reine, qui était merveilleusement bien parée, la couronne en tête, manteaux et robes royales et des diamants fort éclatants par-dessus. Le roi aussi était royalement vêtu et couvert d'un capote en broderie d'or, parsemé de merveilleuses enseignes. Ils entrèrent dans le chœur sur les 4 heures et furent menés sur un haut dais devant l'autel sur lequel il y avait 2 chairs seulement, parsemées de fleurs de lys sans nombre, le drap de pied de même. Le roi prit la droite et la reine la gauche. La reine mère était sur un théâtre à côté droit, couvert de velours noir, le dais et la chair de même, elle vêtue en son grand deuil. Messieurs les pairs, ambassadeurs, maréchaux, messieurs du conseil et parlement avaient leur même place que l'autre fois au mariage de Madame. À côté gauche du grand hôtel, il y avait une galerie au théâtre assez haut où les filles de la reine-mère et quelques dames espagnoles se rangèrent merveilleusement bien parées à grandes robes de brocatelle et queues fort amples portées par des gentilshommes. Tous les messieurs assemblés à la cérémonie les saluèrent à leur arrivée. La messe de bénédiction fut commencée environ les 5 heures. Devant que commencer, l'évêque de Saintes vint en pontifical au théâtre de leur majesté pour les saluer et leur présenter l'eau bénite. Leurs majestés furent mis sous le voile, soutenus par 2 évêques et 2 seigneurs de marque. La messe achevée, quelques trésoriers et héros montèrent sur les galeries qui regardent dans la nef avec bon nombre de flambeaux et trompettes, et là jetèrent au peuple assemblé grand nombre de pièces d'or et d'argent pour faire largesse ordinaire en telles actions. Cela fait, leurs majestés se retirèrent aux flambeaux sur les 6 heures avec des cris d'allégresse de tout le peuple. Bien que ce chroniqueur n'en parle pas, il est probable qu'un tédéum fut chanté, comme cela avait été le cas pour le mariage de Madame. Écoutons-le, introduit par un motet de circonstance pour la sauvegarde du roi.
Dans l'optique très catholique de l'époque, la finalité du mariage est la procréation, a fortiori pour un roi de France qui se doit d'avoir un héritier mâle. Tel est le message de la jurade de Bordeaux qui offre au couple royal 2 grosses médailles d'or, chacune de la taille d'une assiette, l'une pour le roi, l'autre pour la reine, avec à l'avers leur portrait au naturel, les souverains se tenant par la main, et au revers, une constellation de dauphins célestes. Avant le mariage, le proche entourage de Louis XIII avait valorisé le sexe créateur. Aussi, le jeune roi jouait-il allègrement, comme il disait, à sa guillerie, et simulait-il l'acte sexuel. Mais une question s'impose, le mariage a-t-il été consommé? Les nourrices, et surtout Héroard, l'affirment. En fait, rien n'est moins sûr. Les 4 années qui suivirent semblent avoir été vides de rapports conjugaux. Les 2 jeunes souverains vivent comme chien et chat. Dès février 1616, le représentant du duc de Savoie écrit à Charles-Emmanuel Ier « Entre le roi et la reine, la mésentente règne. Le roi prétendit que sa nourrice dorme dans la chambre de la reine. La reine s'y opposa et voulut que ce soit la sienne. Le roi se fâcha et affirma que si elle veut se gouverner à son humeur, elle peut s'en retourner en Espagne. » Puis les années passent avec une inquiétude croissante, rythmée par des fausses couches et les pèlerinages mariaux. Anne d'Autriche visite une trentaine de sanctuaires dédiés à Notre-Dame. Enfin, un orage, considéré par d'aucuns comme providentiel, amène Louis XIII en route pour Saint-Mandé à demander l'hospitalité à sa femme au Louvre. 9 mois plus tard, le 5 septembre 1638, naissait Louis Dieudonné, le bien-aimé, futur Louis XIV.